regarde, un éléphant. Mais tu vois, c'est pas vraiment un éléphant. C'est un mammouth. C'est un squelette de mammouth. Le mammouth était un cousin de l'éléphant qui n'existe plus. C'est un animal éteint. Et c'est quoi la différence entre les éléphants et les mammouths? Ah, il y a beaucoup de différences. D'abord des défenses, comme tu vois, très, très longues et souvent circulaires. Hein. Alors on ne sait pas très bien à quoi ça servait. Peut-être ça servait à faire un chemin dans la neige, hein, parce qu'ils vivaient dans les pays froids où il y avait beaucoup de neige. Et surtout, ce qui les différencie, c'est le fait qu'ils étaient couverts de poils. Et ça permettait de survivre dans les grands froids du Nord, par exemple en Sibérie, en Alaska, mais aussi en Europe, à l'époque où l'Europe était couverte de glaciers. Et ça, on s'en est aperçu parce qu'on a trouvé en Sibérie et en Alaska des restes de ces animaux recouverts encore de leurs poils. Ils avaient été congelés dans le permafrost et ils avaient été conservés en chair et en os dans le permafrost. Et donc on connaît très bien les mammouths parce que ce sont des animaux qui se sont éteints il n'y a pas très longtemps, hein, entre 10 000 et 4 000 ans, et que leur anatomie a été très très bien étudiée grâce aux fossiles. Pour moi, le mammouth, c'est plutôt un prétexte. Et ce que je voulais faire surtout dans ce livre, c'est étudier l'histoire des sciences, l'histoire des représentations scientifiques. Et je voulais faire une histoire des sciences particulières qui ne soit pas seulement celle des progrès, de la science, celle des grands hommes de science, mais aussi celle de la construction des systèmes de pensée scientifiques, la place de l'imagination dans ces systèmes. En fait, moi, j'avais été formée à l'école de Bachelard, et une école positiviste un peu, qui dit qu'il y a d'abord l'imagination, il y a d'abord les objets qu'on perçoit et on les perçoit mal, on les voit avec tous ses rêves, toutes leurs couleurs, tout l'imaginaire qu'ils transportent. Et puis un jour vient la science, et la science propose une étude rationnelle des mêmes objets, et il y a une vraie rupture. Donc, moi, j'ai pensé ça pendant longtemps. Et finalement, je me suis aperçue que quand on réfléchit, par exemple, à l'histoire de la paléontologie, ça ne marche pas comme ça. Et que l'imagination, elle est présente aussi dans la science, depuis ses débuts et jusqu'à nos jours. Et il me semble que c'est une chose qui est typique de la paléontologie, de la préhistoire, des sciences du passé en général, parce que le passé, on n'en a que des fragments. Et pour le reconstituer, il faut évidemment boucher les trous. Et on est obligé de faire appel un peu à l'imagination. Il y avait de l'imagination, mais aussi qu'il y avait du discours dans la science. C'est-à-dire que la science, bon, elle est formalisée, certaines sciences sont très formalisées, très mathématisées, mais même dans ces sciences formalisées, mais encore plus dans les sciences historiques de la nature, il y a des formes discursives. Et il y a du récit. Il y a des formes narratives. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre quel récit était à l'œuvre dans les sciences. Et en fait, j'ai essayé de montrer qu'il y avait plusieurs types de récits. Et le livre est distribué en 3 grandes parties, hein, mythe, histoire, scénario. Et c'est un peu les 3 formes narratives qui me semblent habiter le discours de la paléontologie. Alors le mythe, c'est évidemment tout ce que nous avons reçu du discours sur les origines. La paléontologie est quand même un discours sur l'origine, est quand même une réflexion sur l'origine et le passé très profond. On voit par exemple la fascination qu'exerce toute découverte d'un fossile humain. Hein. C'est comme si on découvrait l'ancêtre dans une espèce de mythologie justement de l'origine et de l'ancêtre.
les indigènes sibériens, les gens qui vivaient en Sibérie, c'est eux qui ont inventé ce mot mammouth. C'est un mot sibérien. Et ça veut dire, en fait, mammouth, je crois que ça veut dire une taupe de terre, une taupe qui vit sous la terre. C'est assez bizarre. Ils croyaient, parce qu'ils voyaient parfois ces restes, ils croyaient que c'était un animal qui vivait sous la terre, le mammouth. Et que quand il apparaissait, il mourait. Quand il sortait de la terre, il mourait. Et ils pensaient qu'il creusait des tunnels sous la terre. Et ils disaient aussi que c'était à cause de lui qu'il y avait des tremblements de terre. Quand la terre tremble, c'est le mammouth qui se déplace sous la terre. Il y avait aussi des dessins qu'ils faisaient. Alors c'est assez curieux parce qu'ils font des dessins avec des cornes en arrière. Alors les gens se sont posés toutes sortes de questions. Qu'est-ce que c'est que cet animal? C'est une chèvre? C'est quoi? Et en fait, c'est seulement lorsqu'on a compris que c'était des ossements d'animal fossile qu'on a pu relire toutes ces légendes des indigènes sibériens. Donc mythe d'origine, mythe habité par les discours religieux, tout un ensemble de thèmes mythiques qui ressurgissent et qui sont empruntés à la religion longtemps dans le discours de la paléontologie. Et puis aussi des mythes qui sont créés en quelque sorte par la paléontologie elle-même. Le mammouth est un animal mythique. C'est vrai qu'il est devenu, il fait partie de notre univers, il est devenu une sorte d'icône à la fois de la paléontologie, mais aussi une sorte d'animal aimé par les enfants, qui est entre le nounours et l'éléphant. Enfin, il a une sorte de personnalité propre. Et le truc qu'il a au milieu, là, c'est son œil? Ah, ça c'est une drôle de question. Non, c'est pas son œil, c'est l'ouverture de sa trompe. Mais il y a toutes sortes de légendes autour de ces crânes. Quand on a trouvé des crânes de mammouth ou d'éléphants nains dans les îles méditerranéennes, eh bien on a vu ce gros trou au milieu. Et les Grecs, par exemple, ont construit la légende du cyclope. Ils ont pensé que cet animal, qui était l'éléphant, mais qu'ils ne pouvaient pas identifier comme tel, était un monstre avec un œil unique au milieu de la tête. Et tu as lu dans l'Odyssée l'histoire de Ulysse et les Cyclopes. Eh bien, l'histoire d'Ulysse et les Cyclopes, elle a probablement ses racines dans ces découvertes des éléphants nains des îles méditerranéennes. Et aussi les défenses de mammouth ont beaucoup intrigué. On se demandait ce que c'était. Et pendant longtemps, on a dit que c'était des cornes de licorne. Et il y a certaines églises, il y a une église en Allemagne où on voit une défense de mammouth accrochée, et puis avec des petites représentations de licornes. Et évidemment, à l'époque, la licorne était un animal très précieux, parce qu'avec sa corne, on faisait des onguents, on la réduisait en poudre, et on faisait toutes sortes de potions magiques avec la corne de licorne. Donc on la vendait à prix d'ordre, et c'était souvent des défenses de mammouth qui étaient utilisées pour cela. Mais il y a eu toutes sortes de légendes sur ces ossements. Quand on les a trouvés, on n'avait aucune idée de ce que c'était, les ossements de mammouth. D'abord parce qu'ils étaient gigantesques, et on se posait toutes sortes de questions. On ne s'imaginait pas non plus qu'il y avait des animaux éteints. Pendant très longtemps, on croyait à la Bible, qui disait que Dieu avait créé le monde en 7 jours, et qu'il l'avait créé une fois pour toutes, et que tous les êtres qu'il avait créés étaient restés tels quels. On ne pouvait pas imaginer qu'il y avait des animaux différents de ceux qu'on connaissait aujourd'hui. Et donc, on a construit toutes sortes de légendes. Avant le déluge, la Bible raconte que les hommes étaient beaucoup plus grands que nous. Et donc, il y avait des géants. Et alors, il y a toute une littérature sur les géants, identifiés comme ces gros fémurs ou gros ossements de mammouth. Alors même, parfois, dans les églises, on les portait en procession, parce qu'on les sortait, puis on faisait des grandes processions avec ces ossements de mammouth, parce qu'on disait que c'était les ossements de nos ancêtres qui avaient vécu avant le déluge. Alors, le déluge a été très utile pour expliquer pourquoi il y avait des fossiles dans des endroits très incongrus. Par exemple, on trouvait des coquillages fossiles au sommet des montagnes. Et pourquoi? Alors, maintenant, on a des explications scientifiques, mais à l'époque, c'était très difficile de les expliquer. Et pendant longtemps, on s'est dit, s'il y a des animaux dont on trouve les vestiges, par exemple sur les montagnes, eh bien, c'est que le déluge les a transportés là-bas.
S'il y a, alors après, quand on a compris que c'était peut-être un éléphant, on s'est dit, s'il y a des éléphants en Sibérie, dans les climats froids, alors que les éléphants vivent dans les climats chauds, et on disait, ah ben c'est le déluge qui les a transportés là-bas. Alors aujourd'hui, bien sûr, on a bien d'autres explications. Pour les coquilles, c'est le fait que des endroits qui étaient des fonds marins se sont trouvés asséchés, et par les plissements, par ce qu'on appelle la tectonique, c'est-à-dire les mouvements de la Terre, eh bien, il y a eu des plissements qui ont construit, qui ont fabriqué en quelque sorte les montagnes que nous connaissons aujourd'hui, et des terrains qui étaient plats et sous la mer se sont trouvés rehaussés et se sont trouvés former des montagnes. Alors en ce qui concerne les vestiges de mammouths qu'on trouve en Sibérie, eh bien, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas des éléphants qui appartiennent aux pays chauds, qui se sont trouvés emportés par les eaux du déluge dans les pays froids, mais c'était des éléphants, des sortes d'éléphants qui étaient adaptés au froid. Et ça, c'était une très grande découverte. Ça a été une découverte de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. C'était vraiment à ce moment-là qu'on a compris ce que c'était que les mammouths. Alors Cuvier, en effet, a apporté une véritable révolution dans la représentation du monde. En 1796, au moment où Cuvier va faire sa démonstration, il n'est pas très connu, il n'a que 25 ans. Alors, quelle est la démonstration de Cuvier ? Cuvier va prouver qu'il y a des espèces éteintes. Tu as entendu parler de Georges Cuvier ? Non, c'est qui, Georges? Alors, Georges Cuvier, c'était un immense savant. Et c'est lui qui a créé, d'ailleurs, cette science qu'on appelle la paléontologie des vertébrés. Tu vois, tous les animaux que tu vois ici sont des vertébrés. Et c'est grâce à Cuvier que nous avons compris qu'il y a des animaux éteints, qu'il y a des animaux qui ont vécu longtemps avant nous et qui ont disparu. Et c'est quoi la paléontologie? La paléontologie, c'est la science des êtres éteints. Paléo, ça veut dire ancien, et onto, ça veut dire les êtres. Et logie, c'est la science des êtres éteints. Et Cuvier a fondé la paléontologie en étudiant les mammouths. C'est une histoire très intéressante. Parce qu'à l'époque, on connaissait les éléphants. D'accord ? On avait vaguement vu des éléphants. On ne voyageait pas beaucoup, mais on savait qu'il y avait des éléphants en Afrique et en Asie. On croyait qu'il y avait une seule espèce d'éléphant. Or, Cuvier était un très grand observateur et un très bon anatomiste. Et il a étudié donc les squelettes et l'anatomie des éléphants d'Afrique et l'anatomie des éléphants d'Asie. Il s'est rendu compte que c'était assez différent, qu'il y avait des grandes différences, et que c'était des différences qui permettaient de définir deux espèces. Par exemple, les éléphants d'Afrique ont sur leurs molaires des stries en losange. Les éléphants des Indes ont des stries linéaires. Alors, il y a toutes sortes de caractères. Par exemple, les éléphants d'Afrique ont des grandes oreilles, ont des longues défenses. Les éléphants des Indes ont des petites oreilles, des petites défenses. Mais il y avait un troisième éléphant. À l'époque, on croyait que c'était un éléphant. C'était le fameux mammouth des Russes. Ce que les Russes appelaient les mammouths, et les voyageurs qui étaient allés en Sibérie avaient rapporté non seulement des légendes, mais aussi des ossements. Et on s'était dit, bon, c'est un éléphant. Mais Cuvier, qui était très fort en anatomie, a étudié les ossements qu'on lui avait apportés. Il a dit non, ce n'est pas tout à fait la même chose que les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie. C'est une troisième espèce. Et c'est une espèce qui a disparu. Pourquoi pouvait-il dire cela ? Parce qu'à l'époque de Cuvier, au début du XIXe siècle, on avait voyagé dans le monde entier et on savait qu'il n'y avait pas de mammouth. On savait bien, sinon on l'aurait vu, c'est tellement gros. Et il avait dit que c'était une espèce adaptée au climat froid. Et juste à ce moment-là, en 1799, il y a un voyageur qui s'appelait Adams, qui était un botaniste, qui était allé en Sibérie et qui avait trouvé un grand mammouth congelé, avec sa peau et ses poils. Et là, Cuvier a triomphé, il a dit « Eh bien oui, il était couvert de poils et ça prouve qu'il était adapté au froid. » Et c'est comme ça que Cuvier a fondé la paléontologie des vertébrés, en montrant la différence entre l'éléphant d'Afrique, l'éléphant d'Asie, qui existe aujourd'hui, et une troisième espèce, qui est le mammouth, et qui a aujourd'hui disparu. Quand on commence à dire qu'il y a des espèces éteintes, c'est un immense bouleversement de la pensée. Pourquoi ? Parce que d'une part, il faut penser que le monde n'a pas été créé parfait,
et n'est pas restée telle que Dieu l'a créée, s'il y a des espèces qui se sont éteintes. Et puis d'autre part, si on pense l'extinction, eh bien, on revoit complètement la vision de l'histoire. L'histoire, c'est pas seulement notre histoire que nous connaissons par les textes, c'est pas seulement l'histoire que raconte la Bible, hein, puisqu'on voit que la Bible raconte une histoire qui n'est pas très crédible au regard de cette notion d'extinction, mais c'est une longue histoire qui nous a précédés. Alors Cuvier ne connaissait pas tous les mammouths à son époque, on est au début du 19e siècle, c'est après qu'on a commencé à voir qu'il n'y avait pas seulement une espèce de mammouth, mais qu'il y avait plein d'espèces de mammouths, il y a à peu près 150 espèces de proboscidiens, c'est-à-dire de toute la famille des éléphants, des mammouths, etc., des mastodontes, et on s'est mis à voir qu'il y avait une très grande diversité d'espèces qu'on ne connaissait pas jusque-là. On s'est mis à fouiller partout, on a fouillé en Inde, on a fouillé en Grèce, on a fouillé en Europe, on a fouillé en Amérique, et on a vu qu'il y avait toute une variété immense d'espèces éteintes, de proboscidiens, de cette famille des éléphantidés, hein, fossiles. Et à ce moment-là, le problème a été de savoir pourquoi, comment on pouvait classer tout ça, et qu'est-ce qu'on pouvait comprendre de cette diversité. Et c'est seulement plus tard, après Cuvier, parce que Cuvier, il pensait que le monde était fixe. Il pensait que les animaux ne se transformaient pas. Hein. Et c'est seulement quelques décennies plus tard, avec Darwin, qu'on a compris qu'il y avait une évolution. Hein, et qu'il y avait un ancêtre commun, hein, très ancien, peut-être de 60 millions d'années, hein, qui s'était diversifié en plein d'espèces. Et tu vois ici toutes les espèces. Hein, enfin, on ne les voit pas toutes, il y en a une cinquantaine ici qui sont représentées, qui sont parentes des mammouths et des éléphants. Donc c'est une très grande famille dont il ne reste aujourd'hui que deux espèces, les éléphants des Indes et les éléphants d'Afrique. Mais c'est comme l'homme. Hein. L'homme, aujourd'hui, nous sommes une seule espèce, mais il a existé dans le passé plein d'espèces d'hominidés. Et nous n'en avons pas d'idée si nous ne fouillons pas pour les retrouver. Il y a une dimension donc historique dans le discours de la paléontologie, elle est évidente. Parce que qu'est-ce que raconte la paléontologie? Elle raconte cette immense histoire de la vie sur la Terre. Hein. Et quand Cuvier raconte les révolutions de la surface du globe, on ne peut pas s'empêcher, au moment où il donne ce titre à son livre, on ne peut pas s'empêcher de penser que la Révolution française a eu lieu quelques décennies plus tôt. Il intitule ce livre en 1825. Donc cette représentation de l'histoire de la vie, grande histoire, dont on raconte les épisodes, hein, c'est un peu aussi un discours historique. Et la paléontologie est une science historique. Alors ça, c'est le deuxième aspect. Et puis le troisième aspect, c'est le scénario. Alors le scénario, bon, c'est un mot évidemment qui vient de la littérature. On parle de scénario déjà au XIXe siècle, qui vient du cinéma. Hein, c'est une histoire qu'on construit. Et au fond, les paléontologues aujourd'hui parlent de scénario. Hein. Alors qu'est-ce que c'est qu'un scénario? Alors c'est plus la grande histoire qui raconte le devenir immense de la vie, mais c'est des histoires qui s'attachent à quelques détails, à quelques épisodes justement de cette grande histoire, et qui essayent de montrer ce qui s'est passé à tel moment de l'histoire de la vie. Hein. Darwin a montré que l'évolution fait grandement appel au hasard. Hein, la sélection naturelle, la variation, tout ça est un peu hasardeux. Et donc l'histoire de la vie, c'est une histoire contingente qu'on ne peut pas penser entièrement sous la forme de lois. On ne peut pas dire qu'il y a des lois de l'évolution des êtres, comme on l'a pensé à la fin du XIXe siècle. C'est une histoire contingente, c'est une histoire où le hasard intervient. Et donc dans ces contingences de l'histoire de la vie, eh bien, on peut essayer de comprendre les différents événements. C'est très difficile, hein, parce qu'on n'a pas tous les paramètres. Les événements biologiques, les événements environnementaux, les migrations, les extinctions. Et on peut alors faire des scénarios. Pourquoi les mammouths se sont éteints? Ces scénarios, comme les scénarios du film, font aussi appel à l'imagination. Ce sont des hypothèses. Et l'hypothèse scientifique inclut évidemment l'intervention de l'imagination. Et je crois que c'est vrai de tout travail scientifique. Un scientifique qui construit une hypothèse, c'est quelqu'un qui imagine quelque chose et puis ensuite qui essaye de le vérifier à travers un certain nombre d'expériences. Bon, en paléontologie, jusque très tard, on n'a pas pu faire d'expérimentation, on ne peut pas expérimenter sur le passé.
Mais en tout cas, on peut essayer de le vérifier à travers des constructions qui vont se trouver plus ou moins rendre compte des faits que l'on a. Et les mammouths, ils ont connu les hommes? Enfin, Oui, les mammouths ont connu les hommes et les hommes ont connu les mammouths, bien sûr. Et d'ailleurs, les hommes ont beaucoup utilisé le mammouth. Dans certaines régions, en particulier de Sibérie, le mammouth était bon à tout faire. On pouvait utiliser sa viande pour la manger, bien sûr, et chasser les mammouths. On pouvait utiliser ses os et ses mandibules pour construire des cabanes où ils habitaient. On pouvait utiliser sa fourrure pour se protéger et pour protéger les tentes. Et on pouvait utiliser ces magnifiques défenses comme source d'ivoire. Et l'ivoire était une matière très précieuse qui permettait de sculpter des statuettes, de faire toutes sortes d'objets très fins, par exemple des aiguilles. Et c'est les hommes qui ont tué les mammouths? Alors, comme je te disais, les hommes ont chassé beaucoup les mammouths dans certaines régions. On sait que dans les régions de Russie, par exemple à Kastionki, ils ont pratiqué la chasse intensive aux mammouths. Alors, est-ce que c'est les hommes qui les ont chassés? Est-ce que c'est le climat qui s'est transformé et qui a changé l'environnement des mammouths et qui a contribué à leur extinction? Il y a encore des grands débats là-dessus. Et les mammouths, ils vivaient tous dans le froid? Pas tous, justement. Les mammouths trouvent probablement leur origine en Afrique et se sont dispersés dans tout l'ancien monde, l'Europe, la Sibérie, mais aussi l'Amérique du Nord. Ils ont passé le détroit de Bering, ils sont allés en Amérique du Nord et ils sont descendus jusqu'au Mexique. Et là, ils ont traversé des climats très différents. Alors, le mammouth qu'on connaît dans les publicités, dans les dessins animés, etc., c'est le mammouth laineux. C'est le mammouth qui a vécu le plus tard et qui a vécu effectivement dans les régions les plus froides et qui était adapté au froid. Mais il y a eu d'autres espèces de mammouths qui étaient adaptés à des climats un peu plus chauds. Certains ont dit que les mammouths se sont éteints à cause du froid. Cuvier, par exemple, qui était le premier à étudier les mammouths, a dit si on les a trouvés congelés, c'est que le froid est arrivé de façon catastrophique et les a anéantis. Mais en fait, c'est une idée qu'on sait aujourd'hui fausse. Les mammouths ont vécu longtemps dans le froid, et s'ils se sont éteints, ce n'est pas à cause du froid, mais c'est probablement en partie à cause d'un réchauffement climatique. C'est parce qu'à la fin du Pléistocène, il y a environ 10 000 ans, le climat s'est réchauffé, l'environnement des mammouths, qui était adapté à un climat de toundra, avec des herbes courtes qu'ils mangeaient, s'est modifié. Il y a eu des coulées de boue, il y a eu des marécages qui sont apparus, parce que le climat s'était réchauffé, il y a eu beaucoup de pluie. Et de ce fait, les mammouths n'ont plus trouvé leur subsistance et même parfois ont été emportés par des coulées de boue. Alors l'homme a pu participer à cette extinction dans certaines régions, mais par exemple au nord de la Sibérie, il n'y avait pas d'hommes, ou très peu. Et ce n'est pas les hommes qui ont anéanti les mammouths. Alors quand on pense l'extinction, et l'extinction du mammouth en particulier, il y a plusieurs façons de la penser. Pendant longtemps, on a passé l'extinction donc comme des cataclysmes. Chez Cuvier, c'est des grandes catastrophes qui font détruire tous les animaux. Chez Darwin, dans la mesure où il a une vision plus continuiste de l'histoire des espèces, et il emprunte au géologue Lyell en particulier l'idée que l'extinction n'est pas constituée de phénomènes brutaux, mais c'est tout au long de l'évolution que les animaux s'éteignent, justement par le jeu de la sélection naturelle. Il y a des espèces qui disparaissent, et il y a tout le temps des espèces qui disparaissent. Ce qui fait qu'au cours de l'histoire de la vie, des espèces s'éteignent, d'autres se forment. Alors ça, c'était l'idée de Darwin, mais il est vrai que dans les dernières décennies, il y a un autre type d'espèce qui a attiré l'attention des paléontologues. Ce sont ce qu'on appelle les extinctions massives. Et on est revenu d'une certaine façon à un catastrophisme, pas tout à fait celui de Cuvier, mais qui inclut l'idée d'évolution, mais qui inclut aussi l'idée qu'au cours de cette évolution du monde vivant, qui est une évolution continue, il y a eu des grands moments d'extinction.
qui ne sont pas seulement liées à l'évolution biologique et au cours normal de l'évolution, mais qui sont liées à des grandes crises environnementales. Et on en a repéré 5 grandes, hein, des énormes extinctions, avec parfois 90% des animaux qui sont morts, hein, qui ont disparu. Et à chaque fois, donc, il y a des énormes disparitions, et puis il y a des animaux qui survivent, et tout d'un coup, ils buissonnent, parce que tout le champ est libre, ils peuvent évoluer et occuper toutes les niches écologiques qui sont devenues libres. C'est comme ça que les mammifères, c'est comme ça qu'on explique l'expansion des mammifères. Au moment où tous les dinosaures ont disparu, pratiquement tous, sauf les oiseaux, qui sont encore dans notre monde, eh bien, les mammifères ont commencé à occuper toutes les niches écologiques, à se développer, etc. C'était il y a 60 millions d'années. Alors, ce que disent les gens qui parlent aujourd'hui de sixième extinction, eh bien, c'est que nous sommes actuellement dans une nouvelle période d'extinction, mais celle-ci a pour cause non pas des événements environnementaux, mais la présence de l'homme. Et évidemment qui suscite des événements environnementaux, la pollution, etc., la réduction de l'espace pour les animaux et pour les plantes, et qui fait que nous sommes en train de détruire un nombre considérable d'espèces, la biodiversité est en danger, et c'est la responsabilité de l'homme que d'avoir créé cela. Tu vois, ces tissus congelés et ces poils, et même les os, ils sont en tellement bon état, et ils ont été ramenés en tellement bon état, qu'on peut même faire des expériences de biologie moléculaire. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, qui commence à se développer énormément, hein, ces études d'ADN, qui permettent non seulement de comprendre les relations de parenté entre les différentes espèces, mais qui permettent même de cartographier le génome du mammouth, c'est-à-dire de comprendre toutes ses propriétés génétiques. Enfin, ça sert à quoi tout ça? Alors, ça sert, comme je t'ai dit, à connaître les affinités de parenté entre les espèces, ça sert à mieux connaître l'espèce elle-même, et certains disent même que peut-être un jour, on arrivera peut-être à reproduire des petits mammouths dans la nature actuelle. Mais ça, c'est aussi un mythe, et c'est peut-être un rêve, mais après tout, on est arrivé à faire plein de choses. Les expériences scientifiques sont arrivées à des résultats parfois extraordinaires. Cuvier disait je suis comme la trompette du jugement qui fait revenir les êtres éteints à la vie. C'est le vieux rêve des paléontologues de faire ressurgir tous ces êtres qui ont disparu. Mais je crois que ça ne doit rester qu'un rêve. Je crois qu'on n'arrivera pas à les faire revenir en chair et en os, et c'est ni souhaitable, ni même intéressant. Ce que nous montre la paléontologie, ou en tout cas ce qu'elle devrait nous montrer, c'est qu'il n'y a pas de différence d'approche entre l'évolution animale et l'évolution humaine. Ce qu'a montré Darwin, c'est que l'évolution humaine fait partie de l'évolution du monde vivant en grand. Et donc, effectivement, notre histoire est commune avec celle du monde animal. On essaye toujours de marquer une grande rupture entre l'homme et l'animal. Bon, il semble que déjà, encore une fois, Darwin et puis les artisans de la synthèse néo-darwinienne et les biologistes d'aujourd'hui, y compris ceux qui font de la biologie moléculaire, savent bien que l'homme doit être pensé dans les mêmes termes biologiques, phylogénétiques, évolutionnistes que l'animal, même si on a du mal parfois à l'envisager comme ça, y compris dans le discours scientifique.